pensiez tout savoir de la résistible ascension de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault et Nissan. Détrompez-vous, un livre enquête revient sur cette affaire rocambolesque. Bonjour Nick Kostov. Bonjour. Vous êtes co-auteur de Boundless, The Rise, Fall and Escape of Carlos Ghosn. Alors cette affaire, vous l'avez suivie depuis le début, depuis l'arrestation spectaculaire de Ghosn il y a 4 ans pour le Wall Street Journal. Alors dans ce livre, vous revenez sur son parcours, sur son ascension, sa chute, sa fuite. Je paraphrase le titre de votre ouvrage. Qu'est-ce que vous vouliez? Est-ce que vous vouliez trouver la vérité? Oui, en fait, on voulait absolument trouver la vérité. En fait, il y avait une masse de rumeurs et de reportages énormes sur cette affaire. Et je pense que le public était encore assez confus. Est-ce que c'est un homme innocent, une victime, comme lui le dit, ou bien est-ce que c'est ce dictateur criminel, comme disent les Japonais, par exemple, ou les procureurs japonais? Et donc nous, ce qu'on voulait essayer de faire, c'est trouver l'essentiel de l'affaire et de raconter cette histoire et un peu de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la vérité. Avec un récit haletant, mais vous ne répondez pas totalement à la question d'ailleurs. Est-ce qu'il est en fait coupable ou innocent? Vous l'avez dit. Il est quand même sous le coup de 2 mandats d'arrêt, on le rappelle, l'un de la justice japonaise, l'autre de la justice française. Nous l'avions rencontré, Carlos Ghosn, Mohamed Kassi l'avait rencontré au Liban où il a trouvé refuge, on sait comment. Alors lui, il a sa version des faits, on l'écoute. C'est voulu, c'est monté. On ne va pas revenir sur l'affaire japonaise. Par qui? Au départ, c'est le Japon. C'est le Japon qui a très mal réagi à mon renouvellement de mandat à la tête de Renault et surtout avec une mission de faire converger encore plus l'alliance qui a été interprétée par les Japonais, non pas du tout à juste titre, comme étant une fusion dans laquelle l'État français était toujours actionnaire. Ça, ils n'en voulaient pas et ils sont arrivés à la conclusion, aujourd'hui on en a des preuves, puisque ça a été préparé pendant plusieurs mois, suite à la confirmation par le conseil d'administration de Renault qu'ils allaient me présenter pour un nouveau mandat. Donc vous regrettez, oui ou non, de vous être représenté à ce nouveau mandat? Évidemment que je le regrette. Voilà, il a au moins des regrets. Vous l'avez rencontré vous aussi, Carlos Ghosn. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette version des faits? Il accuse les Japonais et il dit que lui, la fusion, il n'en voulait pas. Alors, est-ce que je suis d'accord avec cette version des faits? Oui, il a raison quand il dit, au début, ça a été un peu un coup monté des Japonais pour le sortir de la tête de Renault et Nissan, parce que justement, il voulait faire cette fusion. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'après son arrestation, il y a eu, ils ont trouvé des preuves ou des éléments de crime à charge beaucoup plus sérieux. Et ça, il n'en parle pas. Lui, il parle des éléments qui ont mené à son arrestation. Mais après, il y a eu, ils ont trouvé en fait donc ces éléments qui semblent montrer que il y a à peu près 50 millions de dollars qui sont partis de Renault et de Nissan vers un distributeur omanais et qui après, des gens proches de ce distributeur omanais auraient aussi passé de l'argent à Carlos Ghosn. Et donc ça, il n'en parle pas. Voilà, c'est venu des mois plus tard. Voilà, là, c'est un chapitre très important dans votre livre. Ouais. D'ailleurs, c'est l'enquête qui est menée par la justice française. Exactement. Ça se passe à Oman, comme vous l'avez dit. En fait, il y a 50 millions qui vont chez ce fournisseur. Et après, ils arrivent où, ces 50 millions? Chez Carlos Ghosn? En fait, ce qu'on sait, ce que savent les enquêteurs, en tout cas, ce que savent les enquêteurs japonais et français, donc c'est que 50 millions de ce que les enquêteurs pensent sont des bonus discutables. Donc des bonus qui partent de Nissan, il y en a 35 millions, de Renault, il y en a 15 millions, et qui vont chez ce distributeur omanais. Après, ce que savent les enquêteurs également, c'est qu'il y a 2 personnes proches de ce distributeur omanais qui envoient 50 millions dans des entreprises contrôlées par Carlos Ghosn ou par l'avocat personnel de Ghosn. Donc ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé au milieu. Carlos Ghosn, bien sûr, dit que ces 50 millions n'avaient absolument rien à faire avec Renault et Nissan et que c'était même pas un conflit d'intérêts de sa part. Mais les enquêteurs pensent aujourd'hui que ces 50 millions étaient une rémunération à Ghosn secrète, indue. Et donc c'est ça la charge importante. Et comme vous dites, il y a eu un mandat d'arrêt international émis par la France. C'est vraiment... Ça pourrait le faire tomber, ça? Oui, ça pourrait le faire tomber. Après, Ghosn, il est au Liban. Le Liban n'extradie pas ses nationaux. Et donc, même avec un mandat d'arrêt international de la France, Ghosn ne va pas être extradit du Liban. Alors Nick, on va juste revenir sur ce qu'il a dit. Il a aussi dit qu'il n'y avait pas de fusion qui était prévue. Vous avez trouvé la preuve qu'il y pensait. Après, oui, là, en fait, Ghosn, il joue sur les mots un petit peu. Donc, une fusion, lui, ce qu'il voulait faire, c'est avoir
mettre les compagnies ensemble financièrement, donc avoir un seul titre qui est... la compagnie est basée financièrement sûrement en Hollande, c'est à ça qu'ils pensaient, mais les opérations sont encore distinctes. Donc il y a les opérations de Renault en France, les opérations de Nissan au Japon. Donc lui, il joue un peu sur les mots, il dit que c'était une fusion financière, mais pas une fusion opérationnelle. Sauf que les Japonais, ils ne regardaient pas ça comme ça, ils savaient très bien qu'une fusion financière, ça veut souvent aussi dire une fusion opérationnelle, et donc pour eux, c'était une fusion. Il n'y avait pas de différence entre les deux. Alors dans votre livre, on suit aussi cette fuite incroyable à laquelle personne ne s'attendait. Vous avez rencontré Michael Taylor, ex-Béret et son fils, qui ont organisé cette fuite. Alors c'est vraiment très haletant hein, dans votre roman. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont complètement cru en l'innocence de Carlos Ghosn. Et ils pensaient que Carlos Ghosn était une victime, était innocent, et qu'ils ne voyaient pas ça différemment que de sortir Carlos Ghosn, par exemple, de Corée du Nord, voire de Chine, mais vraiment de Corée du Nord. Donc eux, ils pensaient qu'ils faisaient une bonne chose. Ils pensaient que une fois qu'ils avaient sorti Ghosn, que les gens allaient, en quelque sorte, les remercier. Et donc eux ont été très surpris, une fois qu'ils sont rentrés aux États-Unis, c'est des Américains, d'être extradés par leur propre pays au Japon. Et eux, ils purgent leur peine de prison au Japon, contrairement effectivement à Carlos Ghosn, s'il avait été condamné. Pour vous, il a été victime de son orgueil, de la déception de ne pas gagner assez? Oui, en fait, je pense que ce qu'apporte aussi notre bouquin, c'est que pour comprendre cette histoire, il faut un peu comprendre le personnage Ghosn, ses qualités mais aussi ses défauts. Et quand on retourne au début, on réalise que, à cause de son enfance, d'où il vient, etc., il a besoin d'une reconnaissance. Il a besoin d'énormément de reconnaissance, en fait, également financière. Et il trouve qu'il y a certains patrons, par exemple, qui travaillent pour les grandes boîtes américaines, qui gagnent plus que lui, et que c'est pas juste, parce que ses résultats, qui étaient excellents par ailleurs, ils devraient être payés comme eux. Et donc il essaye de regarder, ça il l'admet, il essaye de regarder des façons de se payer en secret, parce qu'en fait il travaille pour une boîte japonaise et une boîte française, et la culture au Japon et en France, c'est pas de payer comme aux États-Unis. Et donc c'est peut-être là où il y a eu un petit dérapage. Voilà, un petit dérapage, exactement. Voilà. Eh ben, merci infiniment. Je vous invite à lire Boundless, un livre coécrit avec Sean McLean. Alors, il vient de sortir chez Harper Business. Il est en anglais. On attend sa traduction en japonais et en français. On l'espère. Merci encore d'avoir été avec nous.